Posons une question qu'on ne se pose absolument jamais. Pourquoi le sexe existe-t-il ? Pour répondre à cette grande interrogation inutile, parlons du point commun que les scientifiques ont observé entre les morses et les humains. Il arrive aux morses aussi de se masturber. Ici, on peut en voir un par exemple qui se fait plaisir tout seul, mais c'est un animal en captivité. Dans la nature, ça peut arriver, essentiellement en cas de frustration sexuelle. En effet, les morses sont de gros mammifères marins polygames, c'est-à-dire que les mâles possèdent un harem de plusieurs dizaines de femelles avec lesquelles il va pouvoir avoir des rapports sexuels. Pas forcément toujours consentis, mais comme le mâle est vachement plus balèze que la femelle, celle-ci n'a pas vraiment le choix. Mais seuls très peu de mâles réussissent à avoir ce harem. Ceux qui n'en possèdent pas se retrouvent frustrés et donc, comme chez les humains, pratiquent la masturbation. Mais pourquoi est-ce que tous les morses n'ont pas de harem ? Parce que pour avoir un harem, le morse doit se livrer à de violents combats avec des mâles rivaux, allant jusqu'au sang. Et un morse qui obtient un harem va le garder jalousement, tabassant promptement tous les mâles qui vont tenter de s'en approcher afin d'obtenir une relation sexuelle avec une femelle. Mais pourquoi tant d'énergie et de violence pour du sexe ? Il n'y a pas que les morses qui se démènent pour avoir un partenaire sexuel. Les grillons chantent et les vers luisants émettent de la lumière afin de trouver un partenaire au risque de se faire repérer et bouffer par un prédateur. Dans un autre registre, les pans se trimballent avec une queue ridiculeusement handicapante pour exactement la même raison. Mais pourquoi les organismes cherchent-ils un partenaire sexuel ? Une raison bien évidente à cette volonté de trouver un partenaire sexuel est tout simplement que le sexe, c'est quelque chose de quand même vachement cool à pratiquer. Et là, beaucoup d'humains s'accorderont sur ce point. Mais il n'y a pas que l'homme qui adore le sexe. Suffit d'observer les bonobos, surtout ceux qui sont en captivité. Ils passent littéralement leur temps à forniquer, et ce, avec des partenaires sexuels de tout âge et de tout sexe. Mais est-ce que tous les organismes cherchent un partenaire sexuel uniquement parce que c'est cool de forniquer ? A priori non. Les mantes religieuses, par exemple, risquent leur vie pour pouvoir copuler avec les femelles. Si celles-ci ne sont pas complètement rassasiées, ce qui n'est pas très courant, elles n'hésitent pas à leur arracher la tête et à les bouffer en plein milieu de l'acte. En conséquence, beaucoup de mâles n'ont l'occasion de pratiquer du sexe qu'une seule fois et de mourir en plein milieu. À moins de considérer que les mantes mâles sont des sadomasochistes extrêmes, il est compliqué d'envisager que chez ces bestioles, le sexe est pratiqué uniquement parce que c'est cool. Mais comme on le sait tous, le sexe est également un moyen pour de nombreux organismes de se reproduire. C'est évident, sauf pour ceux qui ont séché les cours de SVT en 4ème et qui vivent depuis dans une grotte. On sait tous que pour se reproduire par voie sexuée, il faut un mâle et une femelle, les deux produisant des cellules reproductrices, que l'on appelle des gamètes, spermatozoïdes et ovules. Le mâle et la femelle mettent alors en contact ces deux types de cellules via des méthodes plus ou moins exotiques dont on reparlera une autre fois. Une fois que les cellules se rencontrent, elles fusionnent et génèrent un heureux événement. Mais est-ce que c'est bien tout le temps comme ça que ça se passe ? Pas du tout. Prenons l'exemple du ver solitaire, ou ténia, qui est un ver parasite de plusieurs mètres de long, vivant dans nos boyaux. Comme son nom l'indique, celui-ci est solitaire. Il vit donc tout seul dans nos boyaux. Comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le ver solitaire se passe de partenaires sexuels pour se reproduire de manière sexuée. Celui-ci possède en effet une myriade d'anneaux, produisant à la fois des cellules reproductrices mâles et femelles, permettant à la bestiole de s'auto-féconder, et donc de générer une nouvelle génération tout seul. Donc, reproduction sexuée ne signifie pas forcément un mâle et une femelle se rencontrent et font des bébés. Déjà, les méthodes employées pour amener à la rencontre des gamètes sont extrêmement diverses et variées. Par exemple, les oursins balancent leurs spermatozoïdes et leurs ovules en grande quantité dans la flotte pour qu'ils se rencontrent dans la mer, tandis que l'insecte Neotroglia voit ces individus femelles armés d'un pénis à fonction d'aspirateur à sperme qui leur permet de prélever directement les spermatozoïdes dans le corps du mâle. Et encore là, on parle d'animaux, chez qui il existe assez facilement deux sexes bien distincts. Mais chez les champignons et encore d'autres organismes bien chelous, les notions de mâle et de femelle ne veulent plus rien dire. Mais alors du coup, c'est quoi concrètement la reproduction sexuelle ? Si vous observez vite fait vos parents, que vous vous regardez dans un miroir et que votre QI est supérieur à celui d'une huître, vous constaterez que vous n'êtes ni la copie de l'un, ni la copie de l'autre. Comme on vient plus ou moins de l'évoquer, la reproduction sexuée passe par la reproduction de cellules sexuelles particulières possédant une moitié d'informations génétiques. Chez les animaux, on les appelle les gamètes, et ce sont les spermatozoïdes et les ovules. Lorsque ces cellules se rencontrent et fusionnent, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Elles apportent chacune une moitié d'informations génétiques, ce qui crée une cellule œuf avec une information génétique mixte des deux parents. En gros, la reproduction sexuée, c'est un mode de reproduction qui permet de générer des individus génétiquement uniques via un mélange de gènes des parents. C'est ce que l'on appelle le brassage génétique, et en conséquence, ces individus issus de ce genre de reproduction sont donc uniques. Vous êtes unique. Mais du coup, est-ce que la reproduction et le sexe, c'est la même chose ? Que nenni. Tout d'abord, heureusement que le sexe ne mène pas tout le temps à la reproduction, sinon le nombre d'êtres humains et de bonobos sur Terre serait bien plus élevé. Mais surtout, pour de nombreux organismes, le sexe et la reproduction n'ont absolument rien à voir. Par exemple, les bactéries se reproduisent de manière asexuée,
C'est-à-dire que les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires microscopiques, se divisent tout simplement en 2 nouvelles bactéries identiques, ou presque identiques. Ces 2 bactéries pourront ensuite se diviser chacune en 2 nouvelles bactéries, ce qui donne 4 bactéries, qui pourront alors donner elles-mêmes 8 bactéries, puis 16 bactéries, puis 32 bactéries, etc., etc. Ce genre de mode de reproduction est généralement très rapide. Dans des conditions optimales, théoriquement, une unique bactérie pourrait, en 2 jours, former un tas de bactéries dont la masse totale dépasserait de loin celle de la Terre. Mais, bien entendu, comme on peut habilement le remarquer, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, toute reproduction asexuée n'est pas aussi simpliste que ce que l'on vient d'évoquer. Par exemple, l'hydre d'eau douce est un petit animal très étrange et qui peut se reproduire de manière asexuée par bourgeonnement. Ce qui signifie qu'une nouvelle hydre génétiquement identique à l'individu parental se développe sur le parent petit à petit, puis finit par se détacher. Comme pour la reproduction sexuée, il y a des tas de modalités différentes de reproduction asexuée. Mais la caractéristique principale de ce mode de reproduction est qu'elle génère des individus génétiquement identiques, ou presque, contrairement à la reproduction sexuée. Donc en résumé, la reproduction via le sexe ne signifie pas forcément un mâle et une femelle, et ne signifie pas forcément 2 partenaires différents, ni de copulation. De même, reproduction asexuelle ne signifie pas qu'il n'y a pas d'acte sexuel, comme on le verra une autre fois avec une histoire de lézard lesbienne. En fait, c'est essentiellement sur un point que l'on peut faire une vraie distinction entre reproduction sexuée et asexuée. La reproduction sexuée génère des individus génétiquement différents des parents, tandis que la reproduction asexuée consiste à faire des individus génétiquement identiques aux parents. Ok, tout ça c'est super intéressant, mais pourquoi commencer à parler de morses qui se masturbent pour en arriver à parler de tout ça? Eh bien pour évoquer un truc chelou. Pour qu'il y ait reproduction sexuée, il faut dans la majorité des cas 2 partenaires sexuels, si on exclut les trucs comme les ténias capables de s'amuser un peu tout ça. Bien souvent, avant de pouvoir sexer, notamment chez les animaux, ce n'est pas comme pour un plan Tinder. Trouver un partenaire compatible, attirer son attention, tout faire pour lui plaire, se battre contre d'éventuels rivaux, des fois même apporter de l'amour. Bref, trouver un partenaire sexuel et copuler, c'est généralement coûteux en énergie et en temps. Voire même c'est carrément dangereux, comme en témoignera le mal de la menthe religieuse. Et en plus, ça peut être un mode de transmission de maladies. Par exemple, de nombreux parasites, comme certains virus, profitent des rapports sexuels pour passer d'un individu à l'autre. Sur le papier, la reproduction asexuée c'est quand même vachement plus pratique. Pas de partenaire sexuel à trouver, donc pas de parade nuptiale pour impressionner et conquérir l'autre, ce qui est un gros gain de temps et d'énergie, et c'est moins dangereux. D'ailleurs, un simple petit calcul montre à quel point la reproduction asexuée est théoriquement vachement plus efficace. Imaginons 2 populations, une population sexuée, une population asexuée, et dans la population sexuée, on va dire que tout le monde fait 2 descendants. D'accord? Les femelles font 2 descendants, les mâles. Alors, voilà une femelle sexuée, elle fait 2 descendants. En moyenne, il y a un mâle et une femelle. Et puis la fille, elle va faire un mâle et une femelle elle aussi, et la population sexuée, elle va rester stable. Alors, vous êtes d'accord que si, dans une population humaine, chaque femme faisait exactement 2 enfants, la population resterait stable. Imaginez maintenant que tout d'un coup apparaisse, par une mutation ou par un changement physiologique, une femelle asexuée, une femelle parthénogénétique. Eh bien, cette femelle, elle va faire 2 filles, elle va faire 2 enfants comme les autres, ce coup-là, ça va être 2 filles. 2 filles comme elle, qui, elles, vont faire 4 filles. Et puis ça en fera 8, et puis c'est le même coup que Charlemagne tout à l'heure, ça va très vite. Au bout de 10 générations, eh bien, vous aurez 1000 descendants pour la femelle asexuée, alors que vous n'aurez toujours qu'une descendante pour la femelle sexuée. 1000 en 10 générations, ça veut dire 1 million en 20 générations, 1 milliard en 30 générations, 1000 milliards en 40 générations. Donc vous voyez que si apparaissait une femelle asexuée dans une population sexuée, eh bien, en quelques dizaines de générations, les formes asexuées auraient éliminé les formes sexuées. Évidemment, elles avaient éliminé les formes sexuées, du coup, au passage, qu'est-ce qui aurait disparu? Les mâles, ouais. Bon. Alors, quand je raconte ça, des fois, il y a des hommes qui sont là, « Oh merde, on serait plus là !» En fait, il y a 2 sortes d'hommes. Il y a ceux qui disent « Oh, quelle horreur, on va disparaître !» Et il y a ceux qui disent « Ça sera cool pour les derniers !» En gros, pour les débiles du fond qui n'ont rien écouté et pas compris, ce que cela signifie, c'est que par la reproduction asexuée, on peut, sur le papier, se reproduire bien plus rapidement et plus efficacement que par la reproduction sexuée. On peut alors se demander pourquoi la reproduction sexuée existe-t-elle, si c'est si long, si chiant et peu efficace par rapport à la reproduction asexuée. Ou en d'autres termes, pourquoi le sexe existe-t-il? Une réponse partielle peut être l'hypothèse de la reine rouge.
Et pour pouvoir comprendre, il faut déjà comprendre un autre truc, le principe de la sélection naturelle. Selon la sélection naturelle, une bestiole qui possède des caractéristiques qui lui permettent de se reproduire plus facilement que les autres va effectivement mieux se reproduire et transmettre donc ses caractéristiques à la descendance. Au final, au fil des générations, on tend vers une adaptation des organismes à leur environnement par ce phénomène de sélection naturelle. Par exemple, un animal qui possède des moyens de défense efficaces contre les parasites va avoir plus de chances de survivre et de se reproduire que les autres dans cet environnement et donc générer une nouvelle descendance. Ce qui est le cas pour les animaux est généralement le cas pour les parasites. Par exemple, certaines bactéries sont capables de nous causer des trucs vachement sympas comme Ebola ou la gastro, parce qu'elles se développent dans notre corps. Pour elles, nous sommes leur environnement naturel, et comme nous, elles ont tendance à détruire leur environnement. Et bien évidemment, les bactéries qui ont des moyens de contourner nos défenses naturelles auront plus de chances de se reproduire que les autres, toujours selon ce même principe de la sélection naturelle. Les différentes caractéristiques des organismes sont encodées dans le matériel génétique des organismes. Et ce matériel génétique peut des fois évoluer lorsqu'un organisme se reproduit. C'est ce qu'on appelle une mutation. Une mutation du matériel génétique peut potentiellement conduire donc à la modification d'une caractéristique, par exemple la capacité à nous défendre contre les bactéries. Et idem pour les bactéries, quand elles se reproduisent, elles peuvent générer des mutations leur conférant de nouveaux moyens de contourner nos défenses naturelles. On peut donc déjà imaginer une espèce de course à l'armement entre les organismes parasites et leurs hôtes. Les bactéries développent au fil des générations des moyens de contourner nos défenses naturelles, tandis que ces mêmes défenses naturelles évoluent au fil des générations afin de détruire les micro-organismes. C'est ce que décrit l'hypothèse de la reine rouge. Les organismes évoluent sans cesse dans une sorte de course à l'armement, et si une lignée d'organismes ne peut s'adapter aux nouveaux caractères développés par les autres lignées d'organismes, elle risque fortement de s'éteindre. Par exemple, si aucun individu d'une espèce n'est capable de résister à un parasite, elle risque fortement d'être handicapée. Si on considère que l'apparition des mutations est la seule manière de modifier nos défenses naturelles au fil des générations, alors les parasites gagnent à tous les coups, car en règle générale, leur temps nécessaire pour se reproduire est très court. Il faut quelques heures à une bactérie pour se reproduire, souvent plusieurs années chez leurs hôtes. Donc les bactéries ont le temps de faire des milliers de générations et de mutations pendant que les hôtes ont généré une seule génération. Dans ce cas-là, la course à l'armement est gagnée par les parasites. Mais ce n'est le cas que si les hôtes se reproduisent de manière asexuée et produisent des descendants génétiquement identiques, avec les mêmes défenses naturelles devenues obsolètes. Et c'est là que le sexe prend toute son importance. Rappelons-nous, la reproduction sexuée permet de générer des individus génétiquement uniques et différents des parents en mélangeant leurs gènes. Par conséquent, d'une génération à l'autre et d'un individu à l'autre, les défenses naturelles seront différentes. Dans le lot, il y aura bien souvent des individus résistants aux parasites ou aux maladies, ce qui ne serait pas le cas sans le brassage génétique généré par la reproduction sexuée. Donc finalement, si le sexe existe, est-ce que c'est parce que ça permet aux espèces de survivre aux parasites et aux maladies? Bien entendu, ce que l'on vient de dire là n'est qu'une partie résumée et simplifiée de la complexité du monde vivant, mais qui illustre assez bien comment un truc aussi bête que le sexe peut être finalement assez étrange car peu efficace et très coûteux par rapport à une reproduction asexuée, mais qu'en creusant un peu, on peut trouver quelques avantages, dont la résistance aux parasites. Et ce serait une grosse bêtise de dire que ça se limite à ça. Le brassage génétique constant de la reproduction sexuée permet également d'éviter l'accumulation de mutations négatives. Car oui, tout le monde le sait, les mutations c'est pas toujours cool. D'ailleurs, quand dans la vie courante on parle de mutations, c'est rarement pour parler de mutations cool. En effet, sans brassage génétique à chaque génération, il y a accumulation des mutations acquises progressivement au fil des générations, et si celles-ci sont handicapantes, l'espèce peut être très embêtée. C'est exactement ce qui se passe quand on couche exclusivement avec sa sœur. Le brassage génétique lié à la reproduction sexuée permet de limiter ces effets-là, et donc confère un avantage. Mais du coup, les organismes qui se reproduisent de manière asexuée n'ont aucun brassage génétique et sont donc moins viables que les organismes à reproduction sexuée? Ce qui est beau avec la biologie, c'est que rien n'est simple. Déjà, s'il existe des organismes à reproduction sexuée et asexuée depuis des milliards d'années sur Terre, c'est que ces deux modes de reproduction ont tous les deux des avantages et permettent bien la perpétuation des lignées évolutives malgré les inconvénients qui vont avec. Ensuite, des tas d'organismes sont capables de faire les deux. Par exemple, de très nombreuses plantes se reproduisent par voie sexuée et asexuée, et les jardiniers connaissent très bien ce principe. Le bouturage consiste à prélever un morceau de plante et le mettre en terre ailleurs, ce qui permettra de donner une nouvelle plante sans qu'il y ait de reproduction sexuée. Pour évoquer le cas des animaux, on peut citer par exemple les planaires d'eau douce. Si vous amusez à leur couper la tête, tout d'abord vous êtes un être vil et cruel, mais en plus les deux moitiés d'organismes que vous obtenez vont pouvoir repousser et donner deux nouvelles planaires identiques. Enfin, pour terminer, ne pas faire de sexe ne signifie pas qu'il n'y ait pas de brassage génétique. Les bactéries en sont un bon exemple. Leur reproduction se passe de brassage génétique, mais par contre elles sont capables d'échanger des gènes avec leurs copines, et ce par divers moyens compliqués qu'on évoquera en détail une autre fois. Mais par exemple, deux bactéries sont capables de créer une sorte de tuyau entre elles et de faire circuler via ce tuyau un morceau de matériel génétique. C'est le mécanisme de la conjugaison. On pourrait se dire ouais c'est cool, on s'en fiche un peu, mais au final c'est l'une des causes de résistance aux antibiotiques des bactéries. Une bactérie non dangereuse mais résistante à un antibiotique peut transmettre son gène de résistance à une bactérie dangereuse qui deviendra alors résistante aux antibiotiques. D'ailleurs certains considèrent qu'il s'agit là d'une forme de sexe, particulière pour nous mais hyper commune pour les bactéries. Or ce phénomène de conjugaison qu'on vient de décrire permet de générer des individus génétiquement
génétiquement différents. À la différence de nous, c'est qu'il n'y a pas de reproduction. Si on considère qu'il s'agit bien là de sexe, alors chez ces organismes, le sexe et la reproduction sont deux phénomènes biologiques totalement découpés. Bien souvent, on a tendance à vouloir penser que ce qui se passe chez nous autres, les humains, doit probablement s'appliquer au reste du monde vivant. Or, dans pas mal de cas, c'est complètement faux. Et ce que l'on vient d'exposer ici n'est qu'une petite parcelle de la complexité de la nature. Il y a bien d'autres choses qui nous semblent étranges, car ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe chez nous. Pourtant, dans la nature, c'est extrêmement banal. Mais ça, on en reparlera une autre fois.